Madame, Monsieur, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver sur Télé Sud pour votre édition de la mi-journée de ce lundi 12 décembre, dont voici les principaux titres. Félix Tshisekedi a mis fin aux rumeurs samedi devant les sénateurs et les députés de son pays en confirmant la tenue des élections présidentielles en République démocratique du Congo le 20 décembre 2023. Demain, à Washington, va s'ouvrir le second sommet États-Unis-Afrique, l'occasion pour Joe Biden de défendre l'intégration de l'Union africaine au G20, alors qu'actuellement, seule l'Afrique du Sud fait partie de ce groupe qui rassemble les économies les plus avancées au monde. Et nous terminons cette édition avec la Coupe du Monde et la victoire historique du Maroc qui devient la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la compétition. Je vous le disais, le président congolais Félix Tshisekedi a prononcé samedi au Parlement une allocution nationale devant les sénateurs et législateurs de son pays. L'occasion pour le chef de l'État de mettre fin aux spéculations sur la tenue des élections l'an prochain, malgré les doutes de l'opposition et de certaines organisations internationales. On fait le point avec Mathieu Nicolas. La date du 20 novembre 2023 était déjà connue comme celle des prochaines élections présidentielles en RDC, mais la confirmation est venue du président Félix Tshisekedi. Je suis donc heureux et confiant d'affirmer ce jour que l'année 2023 sera essentiellement électorale. Devant un parterre de députés et sénateurs, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre réélection, confirme donc la tenue du scrutin présidentiel annoncé il y a quelques jours par la Commission électorale nationale indépendante. Mais l'organisation et la tenue de ces élections à bonne date n'ont pas fini de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Sa propre succession, il y a quelques semaines, Martin Fayoulou, l'opposant et candidat malheureux aux élections de 2019, plaidait pour un report du scrutin en 2024, mais à des conditions bien définies. Vous savez, il y a un mot qui affectionne les Congolais, c'est les glissements. Quand nous disons pas de glissement, qu'est-ce que ça veut dire? M. Tshisekedi a prêté serment le 24 janvier 2019. Cela veut dire que le 23 janvier 2024, il doit partir. Mais maintenant, si les experts nous disent 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais pas au-delà des 4 mois, parce qu'on suit la Constitution, nous pouvons retarder les élections pendant ce délai qui est prévu dans la Constitution. Parce que la Constitution, dans son article 75, dit en cas d'empêchement pour le poste du président de la République, il est tenu de remplacer ce président par le président le président du Sénat. Pas gagné, il a 3 mois pour organiser les élections. Si dans 3 mois il n'arrive pas, on lui donne encore 1 mois, donc 4 mois. Martin Fayoulou n'est pas le seul à mettre en doute l'organisation d'une présidentielle libre et transparente et à bonne date. L'opposition politique, des représentants de la société civile, certains diplomates et des experts nationaux et internationaux doutent de la faisabilité du processus électoral dans les délais impartis. Même si le délai constitutionnel est respecté, beaucoup craignent qu'une élection organisée dans la précipitation ne porte les germes d'une contestation post-électorale. Contentieux électoral dont les conséquences sont difficiles à prévoir. Et en attendant ces élections, le conflit qui oppose la RDC aux rebelles du M23 se poursuit avec notamment la communauté Tutsi présente dans cette région qui se dit victime de menaces, de préjugés et d'arrestations arbitraires. Des préjugés tenaces qui peuvent parfois avoir de graves conséquences, comme va vous l'expliquer Soukaina Askali. Devant la caméra, cette femme Tutsi qui accepte de témoigner ne veut ni montrer son visage, ni donner son prénom. Trop dangereux pour sa vie, convaincue qu'elle pourrait être tuée par ceux qui accusent les personnes comme elle d'être une étrangère. Aujourd'hui, on veut nous chasser. On nous accuse de ne pas être congolais. On nous dit de rentrer chez nous. Mais c'est ici chez nous. Je ne connais pas le Rwanda. Et si j'y vais, je n'ai personne pour m'accueillir. Je ne connais pas un seul village où je peux me rendre au Rwanda. Je suis congolaise.
Déborah, elle, s'est réfugiée ici début décembre, après qu'un chef de milice, adversaire des rebelles majoritairement Tutsis du M23, est arrivé dans sa ville de Kichanga, à 90 km au nord-ouest de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Nous étions 3 femmes. Nous sommes allées au marché quand nous avons rencontré des militaires. Moi, j'ai fui, mais mes 2 amies ont été tabassées juste parce qu'elles sont des Tutsis. Ils disaient même qu'ils vont les tuer si elles ne rentrent pas au Rwanda, car d'après ces militaires, nous ne sommes pas des Congolais. Nos biens ont été pillés. Ils disent que nous sommes les épouses des Tutsis du M23. Alors que l'Est de la République démocratique du Congo est en proie à un regain de conflits armés, le gouvernement de Kinshasa affirme régulièrement son rejet du tribalisme et souligne que seul le gouvernement rwandais est à blâmer dans la crise du M23. Mais la réalité est tout autre. Notre communauté n'a pas déclenché cette guerre. Plutôt, nous sommes des victimes de ces conflits armés, puisque ce sont nos frères qui souffrent dans différents geôles de la place. La communauté Tutsi congolaise se dit victime d'arrestations arbitraires et même d'accusations d'atrocités commises par les rebelles du M23. Des rebelles pointés du doigt par l'ONU pour avoir tué au moins 131 civils et violé 27 femmes et filles dans 2 villages voisins fin novembre, selon un rapport préliminaire. Au Mali, l'ex-rébellion Touareg, la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, a sollicité auprès de l'Algérie et des autres médiateurs internationaux une réunion d'urgence dans un lieu neutre pour examiner l'accord pour la paix dans le nord du Mali, dont elle a dénoncé récemment la déliquescence. Pour rappel, cet accord signé en 2015 prévoyait plus d'autonomie locale et l'intégration des combats dans une armée dite reconstituée sous l'autorité de l'État. Au Tchad, 139 personnes détenues depuis plus d'1 mois et demi suite aux manifestations du mois d'octobre ont été libérées hier soir. Une décision qui intervient après un procès à huis clos en novembre dans le bagne de Koro-Toro, à 600 km au nord-est de N'Djamena, la capitale. Les détails avec Valentine Exantus. Entassés dans 2 camions militaires, 139 manifestants détenus pendant plus d'1 mois à la prison de Koro-Toro arrivent au ministère tchadien de la Justice. Arrêtés lors des sanglantes manifestations d'octobre dernier, puis jugés dans la foulée, ces jeunes Tchadiens ont finalement été remis en liberté. Au total, 139 personnes ont été ramenées aujourd'hui à N'Djamena, dont 53 personnes qui ont été condamnées à déclarer non coupables, 80 personnes condamnées avec sursis. Donc l'administration a mis des moyens à la disposition de l'administration pénitentiaire. Des véhicules ont été mis à leur disposition. Aujourd'hui, les 139 personnes sont ramenées à N'Djamena. Ils sont munis de leur ordre de mise en liberté définitive en main. Il y a une dizaine de jours, le traitement des 401 manifestants détenus à la prison de haute sécurité de Koro-Toro pour troubles à l'ordre public et violence avait révolté l'opinion publique et notamment les avocats tchadiens, qui avaient annoncé la suspension de leur activité pendant la période où se tiendrait leur procès. Depuis l'arrestation jusqu'à la phase de jugement a été entachée d'illégalité. Voilà pourquoi le barreau a décidé de ne pas accompagner cette forfaiture. Non seulement les avocats n'iront pas pour assister les gens à Koro-Toro, mais les avocats vont également suspendre leurs activités pour dénoncer cette mascarade judiciaire. Parce qu'il ne s'agit plus ici d'une question de justice. La justice du pays est remise en cause par les avocats, mais également par les évêques qui estiment que la gestion de l'affaire est une illustration de la manipulation de la vérité par l'État tchadien. Aujourd'hui, 265 manifestants sont encore détenus à Koro-Toro. Le Conseil de l'ordre des avocats demande leur retour dans la capitale pour la procédure en appel. En Afrique du Sud, cette semaine sera celle de tous les dangers pour le président Ramaphosa qui, je vous le rappelle, est impliqué dans une histoire de corruption et c'est le Parlement qui va décider ou pas demain mardi de lancer un prochain vote en destitution et cela 3 jours avant le congrès de l'ANC qui doit élire son prochain leader et potentiel futur chef de l'État. Mais au-delà des décisions parlementaires, dans la rue, qu'en pensent les Sud-Africains? Je vous propose de les écouter. Ramaphosa
Ramaphosa est un homme bon, parce que ce qu'il a dit à la communauté de Nomzamo à propos de l'électricité, c'est que oui, maintenant nous avons l'électricité. Oui, mais il a fallu beaucoup de temps pour avoir l'électricité à cause de la compagnie publique d'électricité sud-africaine. Mais enfin, nous l'avons. Il n'y a pas de changement. Vous pouvez voir que de ce côté-ci, nous avons de l'électricité. Mais de ce côté-là, nous n'avons pas d'électricité. Vous savez, les gens de l'ANC, ils parlent et ensuite ils ne font rien. Ramaphosa est coupable. Je pense que Ramaphosa doit partir cette fois-ci. Il doit partir, Ramaphosa, cette fois-ci. Lemekani Niranda, le jeune étudiant zambien qui avait été recruté dans une prison russe par le groupe paramilitaire Wagner avant de trouver la mort sur le front en Ukraine, a été rapatrié en Zambie à la demande du gouvernement zambien. Le porte-parole de la famille, qui a refusé de s'exprimer, a indiqué que le corps sera transporté dans une morgue pour un examen médico-légal. Très très malheureux. Nous ne pouvions pas le croire. Toute la famille s'attendait à ce que Lemekani fasse des études en Russie lorsque nous avons entendu cette histoire. Même maintenant, nous n'arrivons pas à croire que Lemekani n'est plus là. Ce n'est pas aux dépens de la relation entre la Zambie et quoi que ce soit d'autre. Mais la question est de savoir pourquoi cela arrive juste après que la Zambie ait voté contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je vous l'annonçais en titre, à Washington va se tenir à partir de demain le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique, un sommet qui a pour objectif de renforcer l'engagement économique, démocratique et des droits humains des États-Unis et du continent. 50 chefs d'État africains sont attendus, dont Paul Biya, le président camerounais, qui est arrivé samedi sous les acclamations de la communauté camerounaise aux États-Unis. Émeric Torignon. Sur le tarmac de la base militaire d'Andrew dans le Maryland, aux États-Unis, les avions des chefs d'État africains se succèdent depuis ce week-end. Ils sont près d'une cinquantaine de dirigeants du continent attendus à Washington pour le second sommet USA-Afrique qui débute mardi. Un rendez-vous important pour le président Joe Biden qui souhaite replacer l'Afrique au cœur de la politique internationale de son pays, 8 ans après le premier sommet du genre tenu sous la présidence de Barack Obama. Mercredi, le président se réjouit d'accueillir le sommet des dirigeants américains et africains. Ce sommet soulignera la valeur que les États-Unis accordent à leur collaboration avec l'Afrique sur les défis et les opportunités mondiaux les plus urgents, ainsi qu'à l'engagement de l'administration Biden à revitaliser les partenariats et les alliances mondiales. Parmi les premiers chefs d'État africains qui ont foulé le sol américain, Paul Biya, le président camerounais, était à Washington depuis samedi, où son épouse et lui ont été accueillis par une délégation de Camerounais vivant aux États-Unis. Alors que son prédécesseur Donald Trump ne cachait pas son désintérêt pour le continent, Joe Biden compte bien renverser la tendance. Il soutient même l'idée d'un siège pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Le président américain croit que l'Afrique aura une voix déterminante dans la diplomatie internationale. C'est pourquoi il appellera lors de ce sommet États-Unis-Afrique à ce que l'Union africaine ait un siège au sein du G20. L'administration Biden reconnaît que l'Afrique joue et va jouer un rôle stratégique important dans les affaires mondiales. La forte croissance démographique, c'est-à-dire que la population est en train d'augmenter rapidement, fait que si les choses continuent comme ça, d'ici 2050, le quart de la population de la planète Terre sera africain. Et c'est une population donc jeune, avec tout le dynamisme, la créativité, l'ambition que l'on trouve chez les jeunes. Comme Paul Biya du Cameroun, Mohamed Bazoum du Niger, Denis Sassou Nguesso du Congo ou encore le Premier ministre Abiy Ahmed de l'Éthiopie, déjà arrivé aux États-Unis, d'autres chefs d'État africains effectueront le déplacement de Washington pour ce second sommet USA-Afrique. Absent de ce rendez-vous, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée et le Soudan, des pays dirigés par des militaires qui ont pris le pouvoir par les armes, des pays qui n'ont pas été invités par le président américain. De nombreux vols dans les aéroports londoniens annulés à cause de la neige. La Chine qui retire son appli de traçage pour lutter contre le Covid-19 et la vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, incarcérée pour corruption. C'est le reste de l'actualité préparée pour vous par Lorraine Mabou et Noël Dong.
De nombreux vols ont été annulés dimanche et lundi dans les aéroports londoniens à cause de la neige. Le gel et des chutes de neige sur la capitale britannique ont entraîné d'importantes perturbations dans plusieurs aéroports de la capitale qui ont dû fermer leurs pistes. Lundi matin, la circulation automobile restait également perturbée sur les grands axes autour de Londres. Les passagers du rail subissaient également d'importants retards et des annulations, tandis que certaines lignes du métro londonien étaient perturbées. Le Royaume-Uni connaît une vague de froid particulièrement intense depuis plusieurs jours, avec des températures ayant chuté jusqu'à moins 10 degrés Celsius dans certaines régions, même si l'agence météorologique précise que ces températures ne sont pas inhabituelles à cette époque de l'année. Ce lundi, la Chine a annoncé la fin de l'application anti-Covid de traçage des déplacements. Appelée carte des déplacements, l'application se basait sur le bornage téléphonique et permettait à ses utilisateurs de montrer à leurs interlocuteurs, hôtels, bâtiments, centres commerciaux, les villes dans lesquelles ils s'étaient rendus durant les 7 derniers jours. Officiellement, le dispositif placé sous la responsabilité du gouvernement central sera désactivé dès mardi à minuit. Pour le gouvernement chinois, il s'agit d'un nouveau signe de fin de la stratégie zéro Covid, moins d'une semaine après l'annonce de l'arrêt de plusieurs mesures phares, comme les confinements à grande échelle. La vice-présidente grecque du Parlement européen, Eva Kaili, a été inculpée et incarcérée dimanche à Bruxelles après une enquête du parquet fédéral belge pour des faits de corruption inédite à l'institution et de blanchiment d'argent. Eva Kaili est soupçonnée d'avoir reçu de gros versements du Qatar pour influencer des décisions au sein de l'Union européenne. $1 million ont été retrouvés au domicile de l'eurodéputé grec et de ceux de ses 3 co-accusés. C'est la première fois qu'un raid de cette ampleur est conduit à Bruxelles. Ce lundi, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a jugé très préoccupantes les graves accusations portées contre la vice-présidente du Parlement européen. Coup de projecteur maintenant sur l'Afrique qui avance avec les pirogues de pêche au Ghana creusées dans des troncs d'arbres qui veulent se réinventer pour plus de productivité tout en préservant l'environnement. Reportage. Cette pirogue est un produit de l'artisanat indigène fabriqué à partir de grume wawa, une essence de bois presque en danger d'extinction. Pour cette raison, son coût de production est relativement élevé et réglementé. La raison, le prix d'achat de l'arbre auprès des bûcherons, le paiement des commissions et des taxes et l'accomplissement des rites coutumiers. De plus, les artisans qui façonnent ces pirogues deviennent rares car des compétences, beaucoup d'énergie et de motivation sont nécessaires pour construire un tel bateau. Stephen Mensah, âgé de 30 ans et qui a abandonné l'école, est très habile à construire des bateaux de toute taille. Il pense cependant que le travail n'est pas fait pour les paresseux. La fabrication de canoës n'est pas un travail pour les paresseux. C'est très difficile. Les jeunes paresseux ne peuvent pas faire ce type de travail. C'est uniquement pour les gars assidus et déterminés. La menace environnementale que représente la déforestation est étroitement liée à la construction de ces bateaux de pêche. Les ressources forestières du Ghana ont été largement surexploitées à un rythme insoutenable avec un épuisement rapide des réserves forestières. Tony Danso, un ingénieur mécanique qui travaille avec la technologie de fibre de verre, propose ainsi l'adoption d'autres alternatives. La fibre de verre est un matériau découvert il n'y a pas si longtemps. Et il a été utilisé pour fabriquer de l'artisanat plus léger. Quand il a été utilisé pour des bateaux en mer et sur l'eau, il a été découvert qu'il était plus léger et rapide. Et aussi la viscosité entre le matériau et ensuite la surface de l'eau était si faible. Donc, pour cette raison, il pourrait flotter et avancer plus facilement. Ce serait mieux d'opter pour de la fibre de verre afin que cela contribue à résoudre le problème de déforestation et aussi cela nous aidera à faire une meilleure pêche dans ce pays.
L'industrie de la pêche florissante du Ghana fournit des emplois et des moyens de subsistance à près de 10% de la population, tandis que la contribution de l'industrie de la pêche au PIB du pays est estimée à environ 5% au cours des 20 dernières années. Il est donc essentiel de trouver des ressources alternatives pour construire ces pirogues afin de préserver l'industrie de la pêche, améliorer les moyens de subsistance des pêcheurs et protéger les forêts au Ghana. Un reportage que vous pourrez découvrir dans son intégralité ce soir sur Télé Sud à 20h30 dans Business Africa. Il est l'heure à présent d'ouvrir notre page du Mondial. Et ça y est, on connaît désormais les 4 demi-finalistes qui vont tenter de décrocher le titre suprême avec un premier match qui va opposer l'Argentine de Lionel Messi à la Croatie de Modric demain à 20h, suivi mercredi de Maroc-France. En attendant ce match qui va opposer le petit poussé de la compétition au champion du monde en titre, eh bien ce match est déjà dans toutes les têtes des supporters marocains qui vivent un rêve éveillé depuis leur qualification historique face aux Portugais pour les demi-finales. Une joie qu'ils ont du mal à contenir, comme vous allez l'entendre dans cette séquence. Quand on est passé au quart, j'ai pleuré. J'étais à Marrakech et aujourd'hui, je sais pas quoi faire. Je suis hyper joyeux et en même temps stupéfait de cet extraordinaire exploit. Mais toujours cette équipe hyper humble, hyper combative, un goal incroyable, un coach incroyable et toute l'Afrique derrière nous, le monde arabe, c'est incroyable. Voilà. Le ressenti est très difficile à décrire, honnêtement. C'est ce que j'expliquais. Moi, j'espère que je ne vais pas pleurer parce que j'arrête pas de pleurer. C'est vraiment le cœur qui parle. Il y a une sensation bizarre qui traverse tout le corps. En fait, je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne suis pas une footeuse, même si j'ai été baignée dans le foot avec mes frères et mon papa, mais il y a un truc quand ça touche le Maroc, tout simplement. Et le foot est la deuxième religion du Maroc, clairement. Et ce qui s'est passé ici, je crois que ça va être gravé dans ma tête à vie. Oui, cette victoire du Maroc, justement dans ce chapiteau, on a vu l'unité de l'Afrique et la fierté de cette victoire marocaine vraiment. Et puis le match, il était beau. Il était beau, on a eu des sensations fortes, on était heureux et contents et fiers de ces joueurs marocains. Toute l'Afrique est réunie aujourd'hui, toute l'Afrique est réunie et on est tous heureux pour ce match, tous heureux pour le Maroc parce qu'il me semble que c'est la première fois qu'une équipe africaine arrive à ce stade-là. Donc on est vraiment à fond pour l'Afrique et le Maroc. Joué, pas par chance, ils ont vraiment bien joué, ils ont été meilleurs que le Portugal et bravo aux gardiens marocains. Ah ouais, franchement. N'oubliez pas, rendez-vous mercredi à 20h, heure française. Allez, une image avant de terminer cette édition, une image de bateau avec des voiles arborant les drapeaux de l'Argentine, de la Croatie, de la France et du Maroc. Des bateaux qui naviguent pour le moment paisiblement sur le front de mer de Doha, mais vous connaissez la situation, avant le calme, souvent la tempête. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la mi-journée. Bonne journée à tous, à demain, au revoir.